bonsoir à tous et meilleurs vœux. Je vous ai envoyé une carte par mail, mais vous l'avez peut-être pas reçue. Je suis très content d'ouvrir ce cycle de conférences annuel, puisque avec l'atelier Martel ce soir, donc Laurent Noël et Marc Chassin, c'est ça. Voilà. Donc Lionel Debs va vous faire présenter l'équipe plus en détail. J'ai noté que vous aviez été sélectionné pour la Biennale de Venise en 2016 pour le pavillon français, en fait, avec plusieurs projets qui avaient été présentés. Voilà. Et que vous aviez une démarche collective d'atelier et aussi des liens très, très, très forts avec tout ce qui est art plastique, parce que vous avez des artistes dans votre équipe. Voilà. Donc vous allez nous montrer tout ça. Je passe la parole à Lionel. Merci. Voilà, bonsoir, bienvenue pour cette conférence de l'atelier Martel. Donc l'atelier Martel, c'est une jeune agence parisienne cofondée par 3 membres qui sont Laurent Noël, Marc Chassin et Stéphane Cachat, c'est bien ça, voilà. Fondée en 2009, donc une agence jeune qui compte aujourd'hui environ 10 personnes et qui, disons, se revendique de certains travaux, comme le disait monsieur le directeur, collectifs, où se mêlent l'art, l'artisanat, les matériaux, les processus, dans lequel il y a une phrase sur votre site que je trouve bien, qui donne lieu à des projets d'architecture, une vision contemporaine où l'art, le territoire et l'architecture sont réunis. Je trouve que c'est peut-être comme ça je vais vous laisser la parole. Bonsoir, merci d'être là ce soir. Donc il en manque un, vous avez compris que il manquait Stéphane Cachat ce soir. Donc effectivement, Atelier Martel, vous voyez la baseline, c'est architecture, art, territoire. Donc on se définit effectivement avec ces 3 mots, une définition de l'architecture un peu au sens large, qui va au-delà des questions purement de style et effectivement on essaye de se positionner comme la rencontre de 3 personnalités au départ, et puis au-delà de ça, d'élargir effectivement la conception à l'atelier au sens large du terme, avec tous nos collaborateurs. Et bien évidemment, on essaye à chaque projet de faire intervenir des artistes qui vont être une nouvelle façon d'aborder le projet sur des thématiques bien singulières. On a décidé là de vous proposer une présentation de 3 projets qui sont issus d'une réflexion qu'on a menée l'année dernière. On a été invité à Briey, à l'unité d'habitation, pour présenter une exposition qui s'appelait Radicalité généreuse, dans lequel on présentait pour les 7 ans de notre agence 7 projets qui ont marqué un peu le début de notre production, qui s'accompagnait aussi de la publication d'un livre qui reprend ces 7 projets. Donc, pour nous, l'architecture, c'est l'expression de la construction. Il y a une petite phrase de Gadet que je vous laisse lire. Dans cet esprit un peu peut-être en réaction ou tout au moins avec la culture de nos aînés et de l'expérience de nos aînés, on est dans une volonté d'exprimer effectivement avec toute la culture des modernistes qui nous ont bercés et qui nous animent, cette envie de construire à nouveau des formes simples, des formes fortes et des objets bien construits avec une matérialité singulière. Donc les 3 projets qu'on va vous présenter à cette conférence sont tous construits en béton. Et c'est l'idée, effectivement, de fabriquer des formes fortes, des formes simples, qui répondent
à un programme bien évidemment et à des sites singuliers, mais toujours avec une grille de lecture, une grille d'analyse qui va nous permettre de fabriquer des projets à la fois puissants, bien construits, bien écrits, et qui répondent à un besoin et une demande de maître d'ouvrage. Donc on va vous présenter la masse de Dommartin-les-Toules, l'hôpital suisse à Issy-les-Moulineaux et une opération mixte de logement qui est en cours de chantier à Paris qu'on réalise avec l'architecte suisse Charles Pictet. Donc ces formes simples et fortes, elles répondent bien évidemment à des contextes très singulier, très particulier. La masse, on est dans un registre de pâturage entre ville et campagne, dans un tissu très lâche, que tout le monde connaît. Quand on est architecte, on intervient beaucoup dans ces lieux-là. L'hôpital suisse, on est dans un lieu très dense, au-dessus de Issy-les-Moulineaux. Ça domine la plaine parisienne, donc un site assez exceptionnel qui, vous le verrez, est caractérisé par des grands parcs et des très beaux bâtiments classiques. Et puis, le projet à Paris, c'est un site, une ancienne enclave ferroviaire, sur le réseau ferré Nord, aux portes de Paris, à Porte de la Chapelle, dans une ZAC qui a été dessinée par Jamel Clouche de l'AUC. Des formes rationnelles et bien construites, c'est l'idée effectivement de toujours rechercher l'optimum dans la forme que l'on dessine. C'est-à-dire qu'il y a l'ambition dans l'agence et une forme de pragmatisme de dessiner des formes qu'on va pouvoir maîtriser, dont on sait que l'objet dessiné c'est des plans centrés la plupart du temps, des formes fortes, des formes simples, des parallélépipèdes, des carrés déformés, et qui vont permettre comme ça, je vous ai mis ces plans et ces détails pour vous montrer comment on travaille effectivement instantanément sur la forme et sur son détail. Comment on va mettre en œuvre les choses, c'est des choses qui nous semblent extrêmement importantes de développer. Une architecture aussi sensuelle qui se vit et qui se touche. Dans l'idée qu'effectivement, dès le concours, même si on n'en fait pas énormément, mais on fait beaucoup de procédures adaptées aussi, on a cette ambition de travailler et de dessiner des objets qui vont être tout de suite sensuels et qui vont avoir une vision architectonique et en même temps de durabilité. On est des architectes qui aimons le chantier, et c'est l'idée, toute cette rationalité, bien évidemment, c'est pas un tic de langage, mais c'est plutôt dans une période où on a des budgets qui sont toujours à la baisse, c'est comment trouver des stratégies de projets qui vont permettre de donner toujours plus de projets avec de moins en moins de budget. Donc on sait, on travaille beaucoup à l'agence sur ces questions de grosses œuvres qui nous intéressent beaucoup, et c'est à chaque fois pour déterminer comme ça des objectifs ambitieux et de donner toujours à chaque fois quelque chose en plus qui n'est pas programmé. Donc la masse de Dommartin, par exemple, donc on a travaillé avec une artiste, on a donné comme ça un bâtiment qui est une œuvre d'art, avec qui en tout cas on a cette ambition de côtoyer l'art, et aussi d'avoir ce lieu qui est un lieu un peu singulier, qui est généreux, avec des patios éclairés naturellement. L'hôpital suisse, au départ, il manquait quelque chose pour que ce soit parfait, donc on a, avec le maître d'ouvrage, eu la volonté de fabriquer un restaurant avec une terrasse panoramique sur le toit qui n'était pas prévu au programme, et puis Chapelle Internationale qui est en train d'être construit en ce moment, des espaces extérieurs. On a gagné ce concours aussi un peu de façon particulière en développant dans une des tours de logement un espace qui n'était pas programmé, qui est une loggia en étage qui permet d'avoir une vue sur Montmartre comme ça.
on va vous présenter les 3 projets. On va commencer par la masse de Dommartin et puis je laisse la parole à Marc pour en dire plus. Bonsoir à tous. Voilà, je suis très heureux d'être là. Je prends la suite. Je voulais peut-être juste revenir sur une diapositive qui me paraissait importante avant de rentrer dans les projets, mais qui était celle, effectivement, celle-là. Parce que notre thème d'aujourd'hui, on a choisi dans les 7 projets qu'on a présentés dans l'exposition Radicalité généreuse et dans le livre Architecture, Art, Territoire, ces 3 projets-là, parce qu'ils sont aussi exposés à la galerie Domino dans le vernissage, voilà, et se passe après. Et on a choisi ces 3 projets-là, qui sont des projets construits ou en chantier, ce soir pour la conférence. Et cette diapositive, elle est importante pour moi parce que elle exprime ce qu'expliquait un peu Laurent tout à l'heure, mais je voulais le pousser un peu plus loin sur toute l'esprit de synthèse et la rationalité du plan, comment un choix constructif sur le premier projet, donc la maison pour épileptiques à Dommartin et Toul, où on est sur un choix structurel de voile coulée en place, qu'on voit sur le plan là-haut, qui génère une enveloppe et une façade. Comment sur l'hôpital suisse, une trame existante, puisqu'on est sur une extension, donc on a la partie sur votre gauche qui est le bâtiment existant et la partie sur le droite qui est l'extension, génère un plan hospitalier fluide et modulable, et génère aussi également une trame poteau-poutre, une façade, une ouverture sur des chambres, sur la vue. Donc c'est un ensemble, une logique à chaque fois qui trouve sa cohérence dans un plan et qui aussi génère derrière voilà, le choix constructif, qui génère une enveloppe, un épiderme et un rapport à l'extérieur, avec une certaine matérialité, qui est travaillée voilà, avec un artiste ou pas suivant les projets. Voilà. Et puis Chapelle Internationale, où on est dans le logement, donc la question là, du voile percé, de la fenêtre, du détail de la fenêtre, de la répétitivité, puisqu'on est dans la cellule qui se répète. Donc c'est 3 exemples assez différents sur des sites, comme on l'a vu sur les diapositives d'avant, aussi très différentes, mais dans une logique toujours de recherche de pertinence structurelle et d'enveloppe qui dialogue en permanence et qui crée un objet qui fait sens par rapport aussi à un usage. Donc ça, on l'exprimait voilà tout à l'heure. Donc c'était juste ce petit commentaire que je voulais faire. Donc on va voilà, rentrer plus en détail dans les 3 projets maintenant. Donc le premier qu'on va vous présenter, c'est la masse à Dommartin et Toul. Dommartin et Toul, c'est à côté de Nancy pour les gens qui connaissent pas. C'est dans une zone, comme l'a dit Laurent, périurbaine, proche d'une départementale, de zone commerciale, en même temps assez rurale, il y a encore des pâturages, voilà. Donc il y a ce tissu un peu lâche, et l'idée, on voit effectivement aussi cette forme un peu étrange qui est un ancien hôpital militaire américain qui date de la Seconde Guerre mondiale, qui a été conservé, qui va être démoli à terme, et donc comment dans un site comme ça, c'est le côté arête de poisson, voilà, avec la tête. Bon, ça va venir à disparaître, mais c'est surtout ce qui m'intéresse, c'est plutôt les formes, parce que le grand noir là, c'est un Leclerc. Vous avez voilà, une station d'essence. Il y a comme ça des choses, mais en même temps, on a des vues sur les premiers ballons des Vosges. Voilà, donc c'est comment dans un site comme ça où rien n'est tenu, arriver à faire architecture et à donner du sens à ce qu'on va créer. Donc voilà, la réponse c'est une forme forte qui dialogue avec les boîtes qu'on a à côté. Un objet très simple. Alors forme forte par rapport à son contexte, mais aussi par rapport à un usage, parce que en plan on est dans une logique, on est sur des personnes qui sont parfois dépendantes, déficientes. L'épilepsie est une maladie à différentes pathologies assez variées, et donc l'idée c'est de recréer à la fois une certaine intimité, une protection et une ouverture sur l'extérieur. Donc c'est un plan sans cul-de-sac, avec des traversées et des transparences par le biais de patios sur l'ensemble, un simple rez-de-chaussée, une spécificité programmatique liée à l'épilepsie pour éviter les chutes dans les escaliers, dans les ascenseurs, problème d'ascenseur et de panique. Donc c'est comment exploiter tous ces éléments pour en faire un objet assez fort. Donc voilà, je déroule un petit peu le projet. Donc ce que je disais tout à l'heure, c'est effectivement
un projet qui a été élaboré en partenariat avec une association. Donc c'est pas un concours. On a été sélectionné sur une note d'intention, sur une proposition et un positionnement, puisque on a rencontré les futurs résidents, l'association qui gérait l'établissement, et on a élaboré le programme, ou en tout cas adapté, parce qu'il y avait déjà un programme à la base, de manière assez participative avec les résidents, avec le maître d'ouvrage qui était une association, et un travail qui s'est initié sur plusieurs années pendant les études, pendant le chantier, jusqu'à la réalisation, et même après, avec nous, l'artiste qui était présent dès le départ, dès les phases d'études, pour échanger, et qui a orienté l'intervention artistique en façade. Donc on peut voir là sur le béton, qui est un travail sur la transformation du béton et comment donner une douceur à ce béton et transformer. C'est vrai que quand on va sur le site, tout le monde a envie de toucher. Voilà, il y a quelque chose d'assez sensuel dans cette matière. Il y a un travail sur les sols, dans les patios, à l'intérieur, sur une certaine souplesse, sur les ambiances qui sont effectivement sur tout l'aspect sonore, qui est un élément de stress et qui peut provoquer des crises d'épilepsie. Voilà, donc je déroule un petit peu, mais à chaque fois, là on voit voilà, le béton, il y a une spécificité. Donc on était sur une volonté d'un objet très monolithique, du coulé en place, on n'est pas en préfabriqué, et au final on a scié, donc l'ensemble des fenêtres ont été sciées après coulage, pour des raisons d'expression de cette matière, parce qu'on est sur un mur qui est assez épais, qui fait 30 cm, et toujours pareil, d'aller à l'essentiel de ce qui est construit, de l'expression, ce qui génère des grandes baies, mais qui génère aussi voilà, ce qu'on voit sur ce détail, la tranche du béton, on révèle le granulat, on révèle aussi la matrice qui vient couper comme ça ces éléments-là. Et ça, c'est des éléments qui nous intéressent et qu'on peut même, là ça s'est pas géré sur le chantier, ça s'est géré au moment de l'appel d'offres et du choix d'entreprise, mais sur le chantier il y a des choses qui peuvent se passer comme ça quand on échange sur les modes constructifs qui sont intéressants. Donc là on voit à l'intérieur la relation entre les circulations, les espaces qui sont volontairement à la demande des résidents, des espaces très généreux parce que ça devient des espaces de vie, comme on le voit sur la photo suivante, parce qu'on ouvre largement les baies et il y a effectivement des espaces qui deviennent, qu'on s'approprie et qu'on utilise énormément. Et donc dans ces espaces, l'artiste qui était intervenu en façade est aussi intervenu sur des fresques qui sont tissées en laine, donc sur un métier jacquard à Aubusson, il y a 100 mètres carrés de fresques. Donc c'est un travail fait à partir de son travail photographique et une interprétation numérique sur un tissage après assez classique. Et ça sert à la fois de repérage pour les épileptiques, puisque ça identifie suivant les secteurs. Il faut savoir que les épileptiques, quand ils sortent de crise, ils ont souvent des problèmes de savoir où ils se situent dans l'espace, où ils sont. Donc il y a cette volonté de donner des repères comme ça assez forts avec ces œuvres. Voilà, donc là on voit effectivement un patio, un autre patio. Donc chaque patio a été développé avec des thèmes différents. Il y a des potagers, il y a un certain nombre de patios d'agrément, une terrasse. Là on voit les espaces collectifs en fait et partagés. Une chambre. On est sur des coulissants à galandage, donc qui donnent une très très grande ouverture dans la chambre où on se projette sur l'extérieur. Il y a des chambres qui sont sur l'extérieur, des chambres qui sont sur l'intérieur, toujours dans cette idée de, suivant la pathologie, la dépendance des résidents, de protéger ou effectivement de donner à voir d'autres choses. Voilà, on revoit une autre fresque sur cet espace, voilà, avec des matériaux de qualité. Donc, en fait, ce qu'on expliquait sur la rationalité tout à l'heure, l'objectif, c'est ce qu'on voit là. C'est effectivement, on est sur un bâtiment qui est construit à 1 400 € du mètre carré, et on arrive à avoir des surfaces de baies très, très généreuses, des fresques et des interventions qui sont très spécifiques, sur mesure pour le bâtiment. Et donc la volonté, c'est ça, c'est d'offrir en termes d'usage et de sensibilité et de sensualité dans les espaces, voilà, d'espace augmenté, ou en tout cas voilà, de qualité. Donc voilà un autre patio avec les transparences entre les patios qu'on peut deviner. Voilà, donc là on ressort sur l'extérieur et on voit le rapport à la pente, parce qu'il y avait une légère pente. Donc on a des entrées à certains endroits, puis après on est au-dessus, donc on est aussi un peu protégé parce qu'on n'est plus au ras du sol. Toujours ce travail sur la matrice.
qui a été techniquement un vrai sujet, parce que couler en place, c'est des murs qui font 8 mètres à certains endroits, des trains de manche de 4, donc ça a été un vrai sujet. C'est pas de l'autoplaçant pour ceux qui connaissent ça, donc il fallait vibrer. Enfin bon, ça a été, et l'entreprise a vraiment fait un beau travail, parce qu'on est très satisfait du résultat. Voilà, donc ça c'était pour la maison pour épileptiques. On va passer à l'hôpital suisse donc de Paris, qui est un établissement, donc contrairement à son nom, comme son nom l'indique, il n'est pas à Paris, il est à Issy-les-Moulineaux, mais bon voilà, il a été imaginé à la fin de la Seconde Guerre mondiale par la communauté suisse à Paris, qui a souhaité mettre en place cet établissement. Alors il a mis du temps à se réaliser, il a été construit en 1970. Donc il a mis une vingtaine d'années après la guerre à sortir. Et donc on a été consulté sur ce sujet pour réaliser une extension de certains services. Donc on voit là sur la gauche le bâtiment existant, qui est un bâtiment construit par deux architectes d'Issy-les-Moulineaux qui ont construit cette structure qui est assez impressionnante, voilà, presque brutaliste, de structure alors préfabriquée à l'époque. Et il nous a été demandé donc alors je vais reprendre la diapositive d'avant, parce que il nous a été demandé de faire l'extension de ce bâtiment. On voit que ce bâtiment est dans un tissu assez dense. Le centre d'Issy-les-Moulineaux, c'est le grand carrefour que vous avez au milieu de l'écran. Et puis, vous avez ces grands vides là, qui sont, avec quelques bâtiments, qui sont des très très grands parcs. On le verra après sur d'autres photos, qui sont assez beaux. Et on est dans une position dominante par rapport à Paris. C'est-à-dire qu'on a une vue à 180 degrés sur la Défense, sur la Tour Eiffel, le Sacré-Cœur, enfin tout l'ensemble des monuments parisiens. Et ce bâtiment tournait un peu le dos à cette vue. Peu de chambres profitaient de ça. Le site était très contraint, en pente, et on a été consulté pour faire l'extension d'un service. Et quand on est arrivé, on a tout de suite eu... Alors c'était pas un concours également, c'était une procédure adaptée. Et dans le cadre de cette procédure, on a tout de suite eu une vision en se disant mais on peut pas juste réfléchir à un service et faire l'extension, il faut repenser l'histoire de ce site. Je sais pas si tu avais un commentaire. Surtout, ce qui était intéressant, c'est un bâtiment effectivement qui date des années 70 et qui avait en lui les qualités, si tu peux mettre le plan, les qualités d'un bâtiment de cette époque-là, c'est-à-dire qu'il prévoyait l'avenir. Il y a une partie, ce qu'on voit en bas à gauche, une partie qui a été construite, mais autour d'un noyau prévoyait deux ailes successives et qui permettaient d'envisager l'avenir. Puis au fur et à mesure des années, dans les années 80-90, le site a été un peu malmené par des extensions successives qui répondaient à des demandes spécifiques, mais qui n'avaient pas cette volonté. Donc effectivement, ce que dit Marc, c'est important aussi, c'est que à chaque fois, la procédure adaptée, elle permet ça, elle permet ce dialogue direct avec le maître d'ouvrage, et qui nous a permis de donner, nous, notre vision et de dire, écoutez, vous avez un bâtiment qui a été un peu abîmé, malmené, vous avez un site exceptionnel, nous, on vous propose de renouer avec cette histoire et de renforcer l'image de l'hôpital en fabriquant ce bâtiment qui va continuer le site, continuer l'histoire et lui redonner une nouvelle actualité et surtout lui présager un avenir en renouant avec cette histoire architecturale. Et c'est pour ça qu'on a greffé l'extension, on a détruit un certain nombre de bâtiments, déplacé certains autres, et puis on a greffé ce nouveau bâtiment pour ménager l'avenir. Alors, quand on parle de la question du contexte, sur la maison pour épileptiques, on était dans un espace très vide, le contexte, et finalement, c'était plutôt le fait que l'espace n'était pas tenu. Là, on est dans un espace très dense, avec un bâtiment très fort, avec une architecture très marquée des années 60, avec ses qualités, parce que les chambres étaient avec des grandes baies vitrées, très très agréables. Et il y a quelque chose dont on parle souvent à l'agence, c'est de diminuer les contrastes, c'est-à-dire quand on intervient sur un site, de vraiment se questionner sur ce qu'il y a de présent sur le site. Et face à cette structure, on a longuement échangé sur comment continuer cette structure, qui était en plus
plus prévu pour être continué, puisqu'il devait y avoir il y a eu un bâtiment A qui a été construit, il devait y avoir un bâtiment B. Donc nous, on a construit où il devait y avoir un bâtiment B à l'époque, mais ce que tout le monde avait oublié, c'est en ressortant les plans de l'hôpital de 1960 qu'on a compris cette histoire-là, et que ça rejoignait notre prise de position qu'on avait de toute façon déjà établie sur le site, mais ça a donné encore plus de sens à cette prise de position, et s'est posé la question de comment on étend ce bâtiment. Donc, quel dialogue on instaure avec ces structures. Et donc on a décidé, parce que le bâtiment existant, il fait R+8, il est très haut, on pouvait pas construire R+8, on ne nous demandait pas de toute façon autant de programmes. Et donc on a imaginé cette structure que vous avez vu là, qui dialogue et qui vient prolonger les poutres qui étaient prévues pour être prolongées dans le bâtiment existant, mais qui, de par le fait qu'il fait que 3 niveaux, qu'on est sur un parvis, qu'il y a cette proposition qu'on a eue de faire une terrasse, parce que le site était tellement contraint. C'est un hôpital où on a beaucoup de rééducation, donc besoin de déambuler, d'exercice, voilà. Donc l'idée d'avoir des espaces extérieurs est un élément fondamental sur les établissements de rééducation, et il était inimaginable pour nous de ne pas avoir ces espaces extérieurs. Donc là, n'ayant pas de terrain au sol, on l'a proposé sur le toit, et imaginer cette structure en symétrie comme ça, qui répond comme un bâtiment un peu non fini, comme on peut voir dans certains pays, notamment en Grèce, où les poteaux sont là, les ferraillages sont encore là. Il y a cette idée effectivement d'un objet qui dialogue avec ce bâtiment fini existant et qui vient créer cette continuité. Tout en simplifiant la structure, parce que les poteaux existants du bâtiment, qu'on voit peut-être mieux sur d'autres vues, sur la suivante, on voit le bâtiment existant là dans le fond, sont un peu des formes de colonnes de Brancusi, assez complexes à réaliser, même en préfabriqué. Donc on a finalement décidé, vu l'échelle de notre bâtiment, de réaliser cette inflexion de la structure sur deux étages, et de créer cette symétrie avec finalement des poutres qui sont très simples, c'est des parallépipèdes. Il y a juste le poteau qui a une forme, qui est toujours la même épaisseur, et on est en préfabriqué et on est complètement massif. Donc contrairement aux bâtiments existants où c'est des poutres traditionnelles qui sont habillées de coques, donc il y avait cette volonté de massif. Donc on est sur un exosquelette isolé par l'extérieur, alors avec des rupteurs. Ce qui permet de respecter les réglementations et d'atteindre une efficacité, alors qu'on a des façades quand même très très vitrées. C'était un souhait dès le départ, vu le contexte et vu les vues dont on pouvait disposer dans les chambres. On s'aperçoit que vu la masse de béton, vu ce qu'on met comme isolant derrière, et on arrive, et les rupteurs, on arrive tout à fait à rentrer dans les réglementations. Donc là on voit la relation dans un tissu, parce que je parlais des parcs tout à l'heure, mais on est aussi sur un site où il y a de nombreux bâtiments classés. Il y a un presbytère, une église, donc les ABF ont eu un regard assez soutenu sur le projet, mais bon, ils ont plutôt défendu notre position. Ce qui est important effectivement à noter, c'est que souvent les sites hospitaliers sont un petit peu abîmés au fur et à mesure, parce que c'est des grands sites, et chaque architecte, chaque période, chaque directeur va insuffler son énergie et son envie, et du coup on a des sites hospitaliers, notamment à Paris, mais dans toutes les grandes villes, où chaque architecte va être dans une logique très singulière, des fois à l'inverse un peu du plan masse ou de l'énergie de l'architecte qui a commencé le travail. Donc là, l'idée, au contraire, c'était aussi dans une forme de modestie, parce qu'on est effectivement, comme disait Marc, dans un petit bâtiment, dans une petite extension qui tente de résoudre un certain nombre de problématiques. Mais l'idée, c'était vraiment de marquer ce site dans l'idée de continuité historique de cette structure, bien évidemment, mais aussi douceur avec les existants, et volonté de travailler effectivement. Alors le travail a été du coup très simplifié avec les ABF, parce qu'ils ont tout de suite compris le parti du projet, et c'est vrai que c'est aussi gratifiant pour nous de faire un bâtiment RT 2012 sans vêture, sans ITE, et se dire qu'on est capable de faire la même chose que
nos collègues des années 60 brutalistes qui, tout en respectant des natures de béton, parce qu'on a fait un travail effectivement de recherche de la granulométrie et de cette qualité de béton. Donc c'est possible de le faire et l'ITE n'est pas une fin en soi. Oui, il y a eu un travail effectivement assez poussé sur la composition du béton pour retrouver avec le préfabricant qui a remporté l'appel d'offres pour trouver avec les sables de la Seine et les granulats qui venaient aussi de cette même région le rapport avec l'existant. Alors sur la photo d'avant là, c'est une photo qui a été faite juste à la réception, ils n'avaient pas encore fait le ravalement de l'existant. Depuis, le ravalement a été fait. Sur certaines photos, je crois que vous l'avez, on a un bâtiment non là c'était encore les anciennes, on n'a pas mis à jour. C'est dommage, mais c'est pas grave. Et du coup, on a effectivement ce rapport de béton. Non, on n'a pas. Je regarde sur les premières vues extérieures. Non, c'est pas grave. Ça a été nettoyé depuis. Et il y a vraiment cette continuité. La cheminée aussi a été repeinte. Mais sur la question de on parlait des intérieurs tout à l'heure, j'y viens. Voilà, on a effectivement, c'était un projet très contraint en termes d'usage, parce qu'on était sur un site vraiment petit, il a fallu repenser la logistique. Je vais peut-être pas rentrer dans le détail de toute cette cuisine, mais qui était un vrai sujet. C'était un projet assez long. Alors le choix constructif a été aussi dicté par toutes ces contraintes, c'est-à-dire que le préfabriqué, on est intervenu sur un site occupé, hospitalier, avec la question des nuisances pendant le chantier. On était très proche du bâtiment existant, vibrations, poussière, bruit, sur des personnes assez déficientes et effectivement vulnérables. Il y avait cette volonté par le choix constructif d'arriver à réduire les temps de chantier, ce qui a été assez efficace. Et ensuite, sur les chambres, on a effectivement souhaité. Là, on voit une partie qui est dans l'existant, donc c'est une restructuration légère d'un palier, mais qu'on a réouvert. On était sur des bureaux qui étaient plus là. Voilà, donc d'un seul coup, on a redonné la vue sur Paris. Et sur les chambres, c'est pareil. Voilà, on est sur des chambres qui profitent de cette vue. Avant, c'était les postes de soins. Maintenant, voilà, on a offert ces qualités. On le retrouve aussi dans ce rapport avec les parcs autour et la nature, même dans les escaliers qui viennent se greffer dans la structure. Et puis ce jardin sur le toit, qui était un élément dès le départ pour nous fondamental dans un hôpital qui était tout petit, où il n'y avait pas d'espace en fait, il n'y avait pas de salle de détente en fait pour les patients, pour le personnel, pour les visiteurs. Donc on a créé ce restaurant, on a proposé en tout cas de créer ce restaurant et ce jardin sur le toit, ce qui n'était pas une mince affaire parce qu'on avait des niveaux, des hauteurs à respecter, donc des contraintes techniques, mais c'est effectivement un espace où on a une vue magnifique sur Paris. Donc là, vous le voyez, 6 mois après la livraison, où les plantes ont commencé à prendre un peu leur ampleur, ce qui est agréable. Là, c'était tout de suite au moment de la réception, c'était encore un peu plus rare, voilà. Et là, on voit le rapport de ces structures avec le contexte historique du presbytère et des vues qui peuvent se dégager, des relations entre les deux établissements. Voilà pour l'hôpital suisse. Donc le dernier projet qu'on va vous montrer, c'est le projet du coup comme on vous l'a dit, qu'on réalise avec Charles Pictet, qui est architecte à Genève. C'est un projet très singulier qui vient s'inscrire dans un plan masse dessiné par l'AUC, qui a mis 10 ans à voir le jour. Donc on a commencé notre concours en regardant effectivement l'historique de ce plan masse, de ce projet, et effectivement les choses n'étaient pas évidentes au départ pour nous. L'idée de l'AUC était effectivement de créer un lieu singulier avec tous les rez-de-chaussée et les R+1 composés d'un programme qui s'appelle SOHO, Small Office Home Office, dans l'idée de reconduire
l'objet urbain ou le programme urbain très parisien avec la boutique et le logement attribué à l'étage, et de composer comme ça une ambiance de rue très particulière. Donc l'ensemble sur le plan masse, donc l'ensemble du quartier que l'on voit, donc on est sur le réseau ferré nord, hein, qui monte jusqu'en Angleterre. Le Stade de France est pas loin, on a le boulevard périphérique et le réseau ferré nord. Et puis là, la halle logistique est ce très grand bâtiment qui est un bâtiment neuf qui permet effectivement au train de livrer les marchandises et après on peut livrer dans Paris avec des camionnettes. Et à l'opposé de ça, donc on a derrière ce grand bâtiment, on a un quartier de bureaux et de logements, un quartier mixte avec une école, avec un square. Donc c'est une vraie entité, un vrai quartier en devenir, et c'est sur 250 000 mètres carrés de construction, donc un très gros bâtiment, un très gros ensemble de bâtiments, et notre bâtiment c'est 2 bâtiments de logement de 13 000 mètres carrés plus haut. Donc l'idée effectivement c'était de fabriquer cette entité de SO à rez-de-chaussée R+1, et dessus c'était l'idée de fabriquer ce monde bas, et au-dessus devait être construit des tours de logement qui, elles, appartiendraient au monde haut, dans l'imaginaire que un objet bas serait extrêmement réglé et répétitif, qui donnerait une ambiance de rue au quartier. Et puis en revanche, l'idée défendue par Jamel Clouche était de dire au-dessus, les architectes exprimeront ce qu'ils ont à exprimer. Nous, on a pris un peu à la fois le contre-pied, et on a beaucoup apprécié cette idée d'ambiance de rue, et en même temps cette envie de fabriquer une unité importante. C'est vrai que quand on parcourt la France et ses nombreux ZAC, on a tendance à avoir plutôt cette ambition qui est défendue à la fois par les politiques mais aussi par les urbanistes, certains, de multiplier les objets. Et l'idée étant de créer plutôt une unité, et ce qu'on pense nous dans la qualité de la ville, et notamment la ville traditionnelle, ce qui ressort, c'est l'unité. Ici, à Strasbourg, à Paris, mais dans toutes les villes traditionnelles, ce qui est le plus important, c'est cette force d'unité, et puis cette expression dans le détail qui va définir comme ça des identités fortes différentes. Donc, on s'est tout de suite bien entendu avec Charles Pictet pour définir justement ce qu'allait être cette unité. Donc, on a 2 objets très différents. Une tour de 50 mètres posée sur son socle de Soho, avec une rotation à 45 degrés, qui était une volonté de l'urbaniste. Et puis un objet à 37 mètres, beaucoup plus petit et beaucoup plus plastique dans son idée, et qui regroupe, lui, des logements foyers, et qui est un objet composé et plastique. Juste je vais réagir sur le plan masse. Effectivement, le plan masse, on le voit pas trop sur ce Schwarzplan là, parce qu'il n'y a pas de couleurs différentes pour les SO, le monde bas et les mondes hauts. Mais la volonté de la UC, c'était et la spécificité de ce plan masse, c'était effectivement ces objets tournés à 40. Alors c'est pas 45, c'est 42 ou 49, je sais plus, qui permettaient de ne pas avoir de façade nord, d'avoir les vues sur le Sacré-Cœur d'un côté et sur le nord de Paris de l'autre. Donc c'était un élément très fort du plan masse, mais qui est pas simple à résoudre quand on vient mettre un objet sur un autre rectangle, en termes de descente de charge, en termes de rapport entre les deux, et aussi également comme le disait Laurent, le plan masse, il avait 10 ans. C'est des projets urbains sont des projets très longs, et il y a des volontés de faire des mètres carrés. Donc la fiche de l'eau sur le grand objet de 50 mètres était assez claire. Sur la résidence foyer, on était plutôt sur un volume capable assez grand, et qui avait un peu perdu cette volonté de 2 objets tournés. Voilà. Donc un des travaux qu'on a fait, ça a été de retrouver l'essence de ce plan masse, de son origine.
Donc effectivement, au moment du concours, on a beaucoup cherché forcément, et quand on nous donne des règles du jeu, quand on est architecte, on a tout de suite envie de s'en affranchir ou au moins de les questionner. Et finalement, effectivement, à force de réflexion, on s'est rendu compte que qu'il y avait un grand intérêt en fait à respecter, à mettre en valeur le plan masse qui avait été dessiné. Et tout l'enjeu a été effectivement de respecter pour le grand bâtiment de 50 mètres cette trame, on va dire à 45 degrés, et pour l'autre petit bâtiment qui venait effectivement, c'était un plan carré qui venait rencontrer la trame vière, et donc du coup déformait comme ça le carré et venait lui donner, vous voyez, cette forme un peu particulière, un côté, un aspect un peu pâteau. Donc tout le travail, donc là on voit le rez-de-chaussée, le R+1. Tout le travail effectivement a été de faire une série d'épannelages, je reviendrai sur les plans après, mais d'épannelages successifs qui vont nous permettre de créer des terrasses et de retrouver sur les 7 derniers niveaux du petit bâtiment le plan strictement carré. Ce qui va donner comme ça cette élégance au bâtiment, au petit bâtiment, qui va lui permettre de travailler sa gémellité avec le grand bâtiment et de trouver cette force plastique et cette tension, parce que ce qui est aussi très beau dans toute cette série d'objets qui vont succéder, c'est que les objets se positionnent sur leur diagonale, ce qui permet effectivement d'éviter les vues, de ne jamais avoir de façade nord ou sud, mais d'avoir une complexité d'organisation et des qualités intrinsèques au bâtiment très 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 fortes. Et un rapport entre les différents objets, que ça soit sur notre lot, on a avec Charles Pictet deux bâtiments, mais avec les lots d'à côté également. Et c'est vrai que la rationalité dont on parle depuis le début, ou la radicalité généreuse qu'on exprime dans l'exposition, elle nous a permis, de par les plans, d'arriver à générer 2 niveaux en moins sur le grand objet, ce qui génère la loggia, et de faire émerger ce carré sur le bâtiment en résidence. Mais tout ça, c'est effectivement quelque chose qu'on peut voir sur les plans. C'est un travail très très long et très rigoureux au moment de la genèse. C'est pour ça que je renvoie à ma première introduction sur les premiers documents qu'on montrait et le choix structurel, le rapport entre cette structure du bâtiment et également son enveloppe, mais aussi le volume que ça génère et surtout ce que ça libère après comme potentialité. Donc le programme un peu singulier qui est Soho, là, qu'on voit en rez-de-chaussée en R+1, il est très particulier parce qu'en plus on est sur des épaisseurs très très importantes, donc il a fallu creuser cette épaisseur. Donc on a eu la volonté de faire rentrer la population par des patios. Donc c'est une structure poteau-poutre, donc elle est évidée pour faire rentrer de la lumière, donc avec des patios qui nous permettent de rentrer dans les structures commerciales, et les patios sont retournés à l'étage pour éclairer les logements dans un autre sens. Et l'intérêt, effectivement, c'est qu'on est sur une structure poteau-poutre pour les Soho, et l'objet, la tour est tournée à 45 degrés sur la diagonale des Soho. Donc du coup, on a cet objet qui est complètement plastique et qui répond effectivement sur une structure qui est posée sur la structure primaire du Soho. Et les noyaux sont percés à l'intérieur. Excusez-moi. Et en fait, on empile le rez-de-chaussée, premier étage, et parking également. En fait, ce qu'on voit, c'est ce plan-là, c'est effectivement la rencontre entre les deux structures et le travail d'architecte qui renvoie forcément à la question de la géométrie. C'est à un moment donné comment ces deux logiques très différentes peuvent se rencontrer dans ce noyau qui est tourné et cette diagonale des trames carrées. Mais qui n'était pas simple effectivement à réaliser, mais qui permet tout de suite, quand on y arrive, de libérer plein de choses. Donc là, je vais passer sur les plans d'étage. Donc effectivement, la rigueur du plan courant de la tour de logements familiaux nous a permis de développer un atout supplémentaire qui nous a peut-être
permis de gagner le concours, de libérer effectivement ces 2 niveaux de programmes supplémentaires qui n'étaient pas demandés. C'est une cour en étage. Et puis ce qu'on voit sur le bâtiment, la différence entre les 2 bâtiments, c'est qu'on a une densité effectivement sur le bâtiment F2. Ce sont des cellules de 18 à 30 mètres carrés. Assez répétitive, du coup qu'il a fallu rentrer dans une forme assez complexe, et malgré tout il y a une forme de rationalité qui nous permet d'aller au bout de cet objectif. Mais sur cet objet, enfin sur la résidence ici qu'on voit ici, on peut passer au plan suivant. Voilà, on est sur une logique aussi où on offre dans les circulations sur une résidence où on sait que voilà il y a de la vie en dehors de chaque cellule, la lumière naturelle dans les circulations, c'était pas quelque chose d'envisageable sur cet objet très épais en fait, avec une trame très réglée qui permet de passer du T5 au T1 ou T2, je sais plus, T2, et avec à chaque fois un plan qui tourne en croix et des loggias d'angle, donc qui offrent une double orientation à tous les logements. Voilà, donc on est toujours dans cette réflexion, comment la géométrie, le plan peut offrir des qualités indispensables et renforcer au logement. Donc une fois que effectivement cette question de l'implantation et de la genèse du plan a été travaillée, effectivement on s'est intéressé à la nature même de ce que devait être un bâtiment de logement à Paris, et sur la question singulière de son expression plastique et matérielle. Donc on a tout de suite élaboré cette idée d'un bâtiment en béton, mais qui donnerait l'idée d'un bâtiment en pierre, ou qui évoquerait quelque chose, en tout cas une familiarité avec les bâtiments en pierre parisiens de type Haussmann, dans la fabrication de cette forme de fenêtre, cette particularité, cette répétitivité, et aussi l'épaisseur qui nous sépare de la fenêtre jusqu'à la façade, jusqu'au nu extérieur de la façade, et cette épaisseur de tableau qui nous intéresse beaucoup et qui donne, selon nous aussi, la qualité des villes et la qualité des bâtiments. C'est cet entre-deux et qui souvent est malmené, mais là on a trouvé le matériau qui nous a permis d'exprimer complètement cette volonté. Et ce matériau, c'est des panneaux sandwich préfabriqués en béton qui nous permettent en 3 dimensions de développer des retours en tableau, en linteau et en tablette avec la même matérialité et sans joints. Donc on est dans une architecture effectivement d'empilement, de joints traditionnels, où on essaye de mettre en relation avec les bâtiments parisiens existants, et en même temps on est sur un objet hyper contemporain dans son dessin, dans sa fabrication, en panneaux sandwich. Donc là on vous a montré ces perspectives là qui sont pas des perspectives actuelles, mais qui sont des perspectives de concours, pour vous montrer que aussi ce qui est intéressant dans notre volonté, dans notre travail, c'est de définir des objets dès le moment du concours, qui sont déjà des objets construits, ou en tout cas dont on voudrait qu'ils soient construits de cette façon. Et effectivement, on développe des stratégies pour construire ces bâtiments. Donc là, c'est le lieu un peu singulier qui se trouve au R+7, qui est cette loggia en étage, qui va être effectivement gérée par à la fois le maître d'ouvrage et la mairie du 18e, qui va être partie prenante dans la gestion de cet espace collectif. C'est un espace qui va être pris en charge par un certain nombre d'associations, à la fois au sein de parce qu'on est sur du logement social, et donc il y avait cette volonté, voilà, il y a un intérêt pour avoir des espaces à disposition pour différentes associations dans des grands
ensemble de ce type-là. Et c'est aussi un espace, on est en train d'y travailler, qui pourrait faire l'objet d'une belle intervention artistique. Voilà. Donc là, on est sur des images qui sont plus récentes, que nous a commandé le maître d'ouvrage, qui est la RIVP, que je voudrais remercier aussi singulièrement, parce que c'est un maître d'ouvrage assez généreux, assez attentif, et généreux et rigoureux. Et rigoureux, et il sait de quoi il parle. Voilà, c'est très agréable parce que effectivement, il y a des volontés très claires, des objectifs très clairs, mais une compréhension de ce que proposent les maîtrises d'œuvre et un soutien de la démarche qu'on a proposé avec Charles sur ce projet depuis le départ. Et ce qui est particulièrement appréciable sur ce projet, qui est un peu peut-être singulier dans son expression formelle et plastique, c'est que on a plus vraiment l'habitude, mais voilà, on est assez content du soutien de notre maître d'ouvrage, et c'est suffisamment rare pour le souligner. Là, je voulais vous montrer aussi le côté aussi, il faut le dire, quand les choses ont l'air de fonctionner, et je pense que le plan masse de l'AUC, là, il est particulièrement saisissant, et qu'on va retrouver effectivement une qualité urbaine qui est assez rare dans les actes actuels, et on imagine que ça va prendre assez bien, et ça va bien fonctionner. Une autre vue, je vous défile des vues là qu'on a fait récemment. Ça, c'est les vues de bureaux avec les patios, des logements de Soho qui sont largement vitrés aussi assez généreusement. Et pour m'arrêter un peu sur cette vue-là, qui est effectivement la vue d'un palier. Et là, si vous voyez la diagonale qu'on voit dans l'image, c'est la tour à 45 degrés au-dessus de nous, donc qui est R+15 jusqu'en haut, et ce patio du coup qui est tourné à l'inverse de celui du rez-de-chaussée, et qui permet d'éclairer deux logements, et qui donne justement toute la sensation de l'existence de ce poteau-poutre et de cette structure. Donc on vit la structure, c'est un peu aussi l'ambition de ce projet. Et puis on vous a mis des photos, on était sur le chantier hier, donc ça c'est des photos toutes fraîches. C'est en cours, ça monte assez vite, on est assez content parce que en gros on fait un étage tous les 15 jours à peu près. Donc on a la confrontation des deux objets, seau et poteau-poutre, et puis le bâtiment de logement foyer à côté. On commence à deviner effectivement le dessin des joints et le calpinage de la façade, et ce bel appareillage. Alors ce qu'on voit là sur ces images, c'est effectivement la technique développée permet aussi la gestion du moindre détail et d'intégrer effectivement dans ce double mur les joints, les tableaux, les tablettes, les angles, voilà, parce qu'on est vraiment sur un préfabriqué complet qui va gérer l'ensemble structure, vêture, isolation qui est préfabriqué en usine et qui fonctionne d'une manière architectonique comme pouvait fonctionner la pierre par empilement. Donc cette idée qu'on avait sur ce projet dès le départ, qui était continuer Paris, puisqu'on est Porte de la Chapelle, on est en lisière de Paris, il y avait cette volonté-là, mais on le retrouve dans une technique très contemporaine, on le retrouve dans ces détails d'assemblage et dans ces jonctions qu'on peut avoir sur ces bâtiments. Alors après, ce qu'on voit là aussi sur la vue de gauche, c'est ce qu'on se rend pas forcément compte sur les objets parce qu'ils ont une échelle très importante, c'est la taille des baies. C'est-à-dire qu'on est effectivement sur des baies qui sont très très grandes, toujours permis grâce à la technique, permis par rapport à la rationalité du plan. On est sur des objets qui sont construits à 1800 € du mètre carré. Voilà. Donc, alors on a en termes de coûts, on a un budget qui est entre guillemets confortable pour du logement social parce qu'on est sur un budget RIVP qui est un peu un bon maître d'ouvrage. Mais on a trois prix différents. On est à 2200 € du mètre carré pour le seau
qui est un objet très compliqué à construire en poteau-poutre avec des grandes dimensions, des très grands vitrages. On est à 1500 € du mètre carré pour la partie foyer, où on est plutôt dans la résidence, parce que du coup on a des cellules répétitives, donc c'est beaucoup plus facile à construire. Et puis on est aux alentours de 1700, quelque chose comme ça, pour les logements foyers, et pour les logements familiaux. On termine par cette vue, justement, qui est un peu le leitmotiv du projet et du plan Masse. C'est la vue sur Montmartre d'un côté, la vue sur Saint-Denis et le Grand Paris de l'autre. C'est un projet un peu fort, un peu singulier. On a eu la chance de participer à ce concours, de le remporter, de le réaliser maintenant. C'est un projet exceptionnel au cœur de Paris. On est très content de vous montrer ce projet, et puis on sera ravis de vous le faire visiter un jour. Voilà. Et puis on sera ravis de présenter les prochains projets la prochaine fois. Merci beaucoup. Merci. On est bon dans le timing. Vous êtes très bon dans le timing, c'est parfait. Merci pour cette présentation en tout cas. Il y a peut-être éventuellement une intervention, une question. Sans quoi je vous remercie pour la conférence. Et je vous invite tous maintenant à venir découvrir l'exposition de l'atelier Martel qui se déroule à la galerie Domino, 17 rue de Rossheim. Et il y a à boire et à manger, donc vous êtes tous conviés, c'est maintenant.